Dans cet épisode, UXprimez-vous reçoit Maxime Frère, senior UX designer chez Frog et vice-président de FLUPA, l'association francophone des professionnels de l'expérience utilisateur. Alors toi Maxime, tu as connu l'expérience utilisateur via tes expériences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Moi, je connaissais pas le terme avant, sauf que, en gros, quand tu es responsable de la stratégie digitale, tu fais plus que simplement de la promotion de produits. Tu essaies de créer des services associés autour de ça. Donc nous, on était plus dans une logique, ce qu'on appelait l'expérience client. Maintenant, c'est le terme Customer Experience ou CX. Et donc, je voyais bien qu'à un moment donné, pour produire des services avec mes produits, il fallait que je me tourne vers des conceptions centrées utilisateurs, c'est-à-dire avec des services qui répondent aux réels besoins de mes patients ou clients, parce que c'était parfois des pathologies, on traitait des pathologies ou simplement de la cosmétique. Donc à partir de ce moment-là, on se rendait compte que le succès de ces services passait par une bonne UX, donc à savoir comprendre bien les besoins et puis avoir des produits, des services qui sont faciles à prendre en main, intuitifs. Surtout, moi j'étais sur un marché qui était essentiellement mobile, où la population n'avait pas eu accès à tout ce qui était PC et n'était pas forcément euh, n'avait pas vraiment réellement de connaissances dans le digital, et donc c'était assez nouveau et assez émergent. Tu ne connaissais pas le terme, maintenant tu es senior UX designer. Finalement, quelle est ta définition de l'UX design ? Alors effectivement, je veux pas paraphraser Don Norman, qui a une très très bonne définition, hein, qui explique que l'expérience utilisateur, hein, c'est vraiment à partir du moment où tu commences à réfléchir au produit ou au service que tu veux acheter, au moment où tu prends le carton, au moment où tu le déballes, au moment où tu découvres ton produit jusqu'à la fin de vie ou de la fin de ta relation du produit. Pour moi, c'est vraiment cette vision-là. C'est une vision qui est vraiment globale. C'est concevoir ces produits, ces services, encore une fois, dans un écosystème et pas être centré sur la solution, mais voir tout ce qu'il y a autour et comment ça peut interagir. Ça, pour moi, c'est vraiment essentiel dans la définition de l'user experience. Après, effectivement, pour moi, il n'y a pas de user experience s'il n'y a pas de user. Donc, la design research, elle est extrêmement importante dans le processus. Elle est essentielle. Je ne conçois pas qu'on puisse commencer à entamer des projets sans l'avoir. Alors après, effectivement, c'est extrêmement difficile, parfois dans certains cas, d'avoir accès à ces utilisateurs finaux. Mais il y a toujours moyen de les remettre dans la boucle par différentes techniques. Soit on peut les mettre à la fin, soit au début. Enfin, je pense que à un moment donné, potentiellement sur ces projets où tu peux pas y avoir accès, même parfois, si tu as la possibilité, refuser de commencer ces projets. Tu as justement l'habitude de vouloir vraiment connaître l'environnement de projet avant de commencer ? Oui, mais c'est essentiel parce que de toute façon, l'expérience, comme je l'ai dit, vu qu'elle est globale, il y a tout un écosystème qui interagit autour. Parfois, tu as envie aussi de bâtir des solutions qui te paraissent énormément pertinentes, qui répondent aux besoins des utilisateurs, mais tu vas avoir des contraintes je sais pas quel type de CRM est utilisé, quelles sont les connexions que tu peux y faire, qui peuvent te limiter dans les fonctionnalités ou qui vont te pousser à aller chercher d'autres solutions ou des solutions alternatives qui sont pas forcément la solution idéale que tu as conçue, mais qui te permettent d'atteindre l'objectif final. Donc il y a ça, il y a quand même l'humain qui interagit. Je pense qu'il y a pas mal l'organisation d'une entreprise, l'organisation d'un service, comment ils sont gérés, comment ils peuvent embrasser le changement que tu vas amener par rapport à l'expérience que tu veux apporter à leurs clients. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'il faut quand même prendre en compte. Et puis il y a quand même à un moment donné aussi dans les projets la contrainte de faisabilité technique et la contrainte de coût, on va dire de coût humain et en termes financiers aussi, qui t'oblige finalement aussi à faire des choix. Mais ça, c'est une réalité que tu peux pas empêcher. Quel est ton positionnement en tant que UX designer ? Hum, Comment je me positionne? J'essaie toujours déjà avant de commencer de bien qualifier le besoin que peut avoir le client,
notamment, là je me place plutôt du côté agence, mais ça peut être aussi ton employeur, parce qu'à un moment de ton management ou le management de ton management, quelles sont les conditions de succès des projets, quelle est leur vision, qu'est-ce qu'ils attendent de ça, qu'est-ce qui pourrait être un échec. Au final, essayer de dégrossir un petit peu et de voir un petit peu la vision qu'ils ont et les attentes et comment déjà je vois les leviers que je vais pouvoir activer pour pouvoir justement faire mon projet. Après, la manière d'aborder un projet, ça quand j'étais plus jeune, on va dire, je suis pas très vieux, je me suis beaucoup posé la question, je voyais beaucoup tout ce qui était méthodologie, j'avais pas forcément, je me disais comment je vais faire pour que ça rentre pas là-dedans, ça rentre pas dans cette case, etc. Après, tu apprends que beaucoup de projets rentrent pas forcément dans les cases et rentrent pas exactement dans le process que tu veux, donc tu es forcément toujours obligé de t'adapter. Tu t'adaptes par rapport à tes contraintes, tu t'adaptes par rapport aux gens avec qui tu interagis, tu t'adaptes à beaucoup de choses. Donc, au final, je pense qu'il faut quand même avoir des convictions très fortes sur un process entre guillemets global, vraiment inclure tes utilisateurs, faire tes phases d'idéation et inclure ton client et tes utilisateurs dans la conception et prototyper et tester. Ça, c'est vraiment du vue globale. Après, on a un ensemble de méthodologies qui sont à notre disposition. Ces méthodologies, tu peux les utiliser telles quelles. Et les trois quarts du temps, en fait, tu fais des choses qui sont des mix entre je prends des éléments qui m'intéressent là. Pour cet atelier, je vois que tel et tel exercice va bien fonctionner. Je vais bien le coupler avec ça parce que j'ai une équipe qui est beaucoup plus mature sur ces sujets-là, ou j'ai mon équipe qui, je vois, a des difficultés là-dessus et je vais les amener à réfléchir là. Donc, je vais avoir différents types de manières d'aborder en fait tout au long, parfois même tout au long du projet. Hein. Tu te projettes en te disant, tu es persuadé en faisant, je vais commencer par là, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et puis au fur et à mesure de projet, tu vois que tu vas nécessiter des choses supplémentaires, que ce que tu avais imaginé comme livrable ne sera pas du tout le même que celui qui va être livré à la fin. Donc voilà, tu t'adaptes en fait. Je pense que une des compétences les plus importantes de notre métier, c'est de pouvoir s'adapter, clairement. Ça dépend probablement aussi de la maturité des entreprises ou du client avec lequel tu travailles. Ah oui, oui, clairement, il y a des clients qui ont entendu parler de UX design et du coup qui veulent en mettre mais qui sont pas forcément prêts à embrasser tous les changements méthodologiques dans la manière de travailler, dans la manière d'aborder les projets. Et donc c'est toute une pédagogie à faire et puis tu vas du coup amener les résultats de ta design research, tu vas les lui montrer d'une manière différente. Soit parfois tu vas vouloir un peu le mettre au pied du mur parce que tu te retrouves face à quelqu'un et des équipes dans le projet qui disent moi je connais les utilisateurs ou je suis l'utilisateur, j'ai pas besoin d'aller les voir. Et donc tu as quand même des contraintes fortes et tu vas essayer justement de passer outre. Tu as des clients qui vont te laisser faire parce qu'ils te font totalement confiance et ils sont déjà sensibilisés ou ils ont déjà eu des projets où cette méthode a prouvé qu'elle avait fonctionné, donc ils te laissent totalement autonome. La manière aussi de leur transmettre les choses est complètement différente. Ils peuvent être aussi, tu as des clients qui vont être beaucoup plus impliqués, qui vont mettre par exemple des product owners qui sont aussi formés et qui vont beaucoup faire confiance dans ces expertises et qui vont les laisser faire et qui vont comprendre la manière dont tu as envie d'aborder des différentes problématiques. Te dire aussi, il y en a qui te disent, ben moi, tu m'as marqué tant de livrables, ben je veux exactement ces livrables-là. Donc tu essaies de t'adapter un peu et il y en a qui comprennent très bien qu'en fonction de ta design research, tu vas avoir parfois à mener des choses qui sont complètement différentes de ce que tu avais prévu, mais au final pour livrer une expérience ou des expériences qui sont complètement en phase avec les besoins des personnes qui t'ont visé. Tu parlais tout à l'heure de CX, qui signifie Customer Experience. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre UX et CX ? Effectivement, il y a beaucoup de termes différents.
Pour moi, je pense que c'est vraiment la même chose. Je pense on y met beaucoup de mots par-dessus, mais au final, quand on pense quand même une expérience globale, enfin, customer, c'est client, expérience, c'est user et customer. Au final, je pense qu'on se retrouve dans la même problématique. Après, effectivement, il y en a plein. On fait pas mal de distinctions entre service design, UX design et UI design. Moi, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être très généralistes. Je privilégie quand même assez l'expertise. J'aime bien les gens qui ont la possibilité de passer de l'un à l'autre, ou du moins de comprendre en fait les domaines de chacun, mais qui sont quand même assez experts sur leur domaine. Pour autant, moi, je pense que là, c'est pas pour faire une bonne user experience ou customer experience, c'est le bon mélange de l'ensemble de ses compétences pour créer. Enfin, on est obligé d'avoir l'ensemble de ses compétences pour créer quelque chose de complet. Pour moi, tu peux pas. Une personne peut rarement. J'en connais, hein, je connais des gens. On parle pas mal aussi du terme de product designer pour tout ce qui est startup ou quand tu es chez l'annonceur qui justement on te demande de prendre en fait l'ensemble, hein, presque de faire ta design research tout seul jusqu'à faire tous tes motion guidelines, ton UI, etc. Après, je pense que c'est quand même une perspective plus restreinte par rapport à un certain produit, une stratégie d'entreprise. Mais du coup, quand tu parles de vraiment expérience globale où tu vas vraiment potentiellement transformer le modèle économique d'une entreprise ou trouver de nouveaux modèles économiques, là par contre, tu es obligé d'avoir l'ensemble des compétences. Et pour moi, elles ne peuvent pas être portées par une personne. On parle aussi beaucoup de design thinking. Est-ce que c'est finalement une méthodologie qui couvre l'ensemble des phases de l'UX? Oui, pour moi, typiquement, tout process qu'on utilise et qu'on peut voir un peu partout est clairement tiré du design thinking. Donc pour moi, c'est extrêmement lié. Je pense qu'après, on peut potentiellement faire une différence dans le sens où le design thinking peut aller dans une phase beaucoup plus haut niveau et stratégique et va adresser peut-être un type de responsabilité dans les entreprises qui sont différents. Mais en tout cas, c'est extrêmement lié à ce qu'on fait et je pense qu'on peut très très bien aborder des projets de produits ou de services très concrets avec cette méthodologie comme résoudre des problématiques d'innovation et de nouveaux business models avec les mêmes choses. C'est juste qu'on va pas forcément avoir les mêmes types de livrables, on va pas avoir les mêmes types de scopes dans les différentes phases et parfois pas toujours les mêmes interlocuteurs, mais au final on est sur la méthode. Pour moi, je vois pas vraiment de différence. Selon toi, quelles sont les étapes essentielles pour la conception d'un produit ou d'un service? Ouais, c'est ce que j'appelle donc la design research. Vraiment aller sur les phases d'interview et d'observation. Euh, voilà, je pense qu'il faut, même si parfois c'est difficile, il faut vraiment insister pour aller là. C'est là où tu vas te rendre compte du maximum de choses, quoi. C'est ok, il me parle de ça, mais tiens, je vais voir son post-it collé sur un coin de la table, je vais voir son environnement de travail, je vais voir pourquoi il utilise ça. Ah, ben tiens, on me demande de refondre un produit, mais en fait, je me rends compte qu'il en utilise 10 autres autour, donc quel est cet environnement qu'il peut avoir avec lequel il interagit. Ça va être toutes les choses du quotidien que tu peux pas percevoir forcément euh, dans des interviews à distance, etc., qui te permettent d'avoir des vrais insights. Après, c'est pas toujours facile. C'est parfois même impossible hein, pour des contraintes de confidentialité, tout court. Ça, c'est une des phases qui est vraiment importante. L'implication de l'équipe projet dans la création d'une vision commune. Souvent, moi, j'ai beaucoup été amené à travailler sur la stratégie qu'il pouvait y avoir derrière les produits ou les services que je concevais avec mes équipes. Et donc du coup, il y a quand même un élément ultra important, c'est aligner tout le monde sur la vision d'où on veut aller. Sinon, je pense que à la fin, il y aura soit des déceptions, soit des choses, des non-dits qui feront que
projet sera pas réellement un succès et ça c'est extrêmement important. Et après, je pense que les phases dernière, enfin, non, avant-dernière, ça serait collaborer avec toute ton équipe et toutes tes expertises. Parce que j'ai parlé de UI, de visual design et d'intégration, mais tu as aussi des gens qui vont être plutôt stratégistes, des gens qui vont avoir des connaissances ultra spécifiques dans des domaines sur lesquels tu vas intervenir et qui sont extrêmement importants. Donc ça, pour moi, faut arrêter de penser qu'on peut tout concevoir tout seul. Et après, bah, les tests, ça révèle tellement de choses et puis ça te permet aussi de valider tes hypothèses. Je pense que voilà, pour moi les tests ça se fait à n'importe quel moment. On peut avoir, on a pu faire des prototypes très basse fidélité entre guillemets, mais qui te permet de révéler pas mal de choses et des prototypes très haute fidélité aussi qui permettent d'avoir une immersion un peu plus complète. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut toujours se dire, c'est vrai que moi je conçois. Enfin, j'arrive pas à me dire qu'on peut pas concevoir sans prototyper. Pourquoi? Parce qu'en fait, ne serait-ce que bon, moi j'interviens beaucoup hein, dans tout ce qui est digital et je pense que toute l'animation et les interactions peuvent apporter une vraie plus-value et un vrai sens et font vraiment partie de la conception. Et donc déjà d'avoir ça, ça te permet d'avoir rapidement aussi des prototypes sous la main et de pouvoir aller et d'aller dire bon ok je vais tester ça. Je suis pas sûr, je suis pas vraiment sûr. Je pense que quand je parle de la collaboration, mettre en place des phases de design critique avec les équipes, c'est extrêmement important. De dire, bah, je bloque sur un sujet, j'ai besoin de votre aide. Ça, je pense que on a la chance dans notre métier de designer d'évoluer dans un environnement où les gens sont enclins à avoir une critique positive, à vouloir t'aider tout le temps. Et aussi de dire, bah, je vais le tester, et puis c'est pas, de toute façon, c'est pas moi qui ai raison, ça sera les utilisateurs finaux. Et ça révèle des choses que parfois, toi, te semblent potentiellement ultra évidents, et l'historique, le passé que peuvent avoir eu tes utilisateurs avec d'autres solutions fait que tu vas être obligé de rajouter des étapes qui pour toi te paraissent complètement non nécessaires, voire incohérentes avec toutes les best practices que tu peux voir sur les différentes apps, mais qui par rapport à ta population cible sont extrêmement importantes pour faire adopter ou faire comprendre une fonctionnalité ou un service. Tu parles beaucoup de research. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important? Je mets un point d'importance énorme là-dessus. Pourquoi? Parce que bah, en fait, en phase de design research, ce que tu vas faire, c'est que tu vas quand même comprendre des utilisateurs. Tout ne va pas forcément te servir pour ce qui est visé par un client, mais ça te permet aussi d'élargir des champs, de prendre en compte certaines choses que tu n'aurais pas été amené à prendre sur certains projets. Et parfois, moi, ce que j'aime bien aussi avec mes clients, c'est de leur dire, on n'est plus sur cette notion de projet au sens où vous le pensez, c'est-à-dire que bah, j'imagine deux, trois fonctionnalités, je fais un projet 1, et ensuite, bah, du coup, il faut des nouvelles choses, bah, je vais faire un projet 2 pour refaire les fonctionnalités que j'ai dans le projet 1 et implémenter le deuxième. J'en parle plutôt de notion de produit. J'essaie de vraiment les amener, alors peut-être c'est mon expérience en startup, c'est aussi vers ça que j'essaie de les amener, de dire, ben voilà, on commence, et puis parce qu'avec les méthodologies agiles, on parle beaucoup de MVP, on en fait beaucoup, de leur dire, voilà, votre projet, c'est plus un projet, c'est un produit, c'est quelque chose qui va être amené à évoluer, c'est quelque chose qui va potentiellement grossir, c'est quelque chose que vous allez pouvoir maintenir dans le temps et faire évoluer. Donc là, ta design research, elle permet aussi de te donner des billes sur potentiellement comment construire une roadmap. Donc tu sais que la design research, il va falloir que à chaque fois, au bout d'un moment, tu reviennes voir tes utilisateurs actuels, tes potentiels utilisateurs, parce que leurs besoins auront peut-être évolué, notamment parce que ceux qui utilisent ta solution vont avoir des besoins qui vont être différents, et ceux qui ne l'utilisent pas auront peut-être aussi des concurrents, etc. Donc, il y a beaucoup, voilà, il faut aussi, ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste, c'est que ta design research, elle est jamais figée. Euh, c'est une cartographie à l'instant T, mais elle te donne des éléments pour dire ok, moi je sais que là dans mon MVP c'est telle et telle fonctionnalité parce que je réponds vraiment à un besoin. Je sais qu'il y a une business value derrière et c'est là que je veux lancer. Par contre, je vois dans mon roadmap que potentiellement dans 6 mois, dans un an, je vais pouvoir aller creuser ça et ça ou pouvoir faire évoluer mon produit là-dessus. Et donc
Ça, c'est vraiment ce que j'essaie d'amener comme vision. Retrouvez très prochainement un nouvel épisode du Exprimez-vous pour écouter la seconde partie de la rencontre avec Maxime Frère. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un prochain épisode de Exprimez-vous. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner.